Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film d'animation français sorti ce mercredi en salle et qui avait été présenté il y a quelques semaines au Festival d'Annecy, à savoir Amélie et la métaphysique des tubes, adaptation du roman du même nom, Métaphysique des tubes, d'Amélie Nothomb. Et oui, c'est elle, le personnage principal ici, enfant, à l'image donc de sa narration dans ce bouquin que j'ai découvert en livre audio il y a quelques jours à peine avant d'aller voir le film. J'ai eu envie comme ça et je crois que je ne regrette pas. Il s'agit d'une co-réalisation de Maëlys Valade et Liane Chohan. Alors je ne sais pas qui est vraiment la directrice artistique ou autre, mais en tout cas ce duo a réussi un beau travail de fusion dans la création. Au niveau des voix, pas forcément de star talent ni de gens très connus, mais on reconnaîtra peut-être Victoria Grosbois qui joue l'une des deux gouvernantes japonaises, Nishio-san, Yumi Fujimori, actrice franco-japonaise, qui interprète l'autre gouvernante, Kashima-san, et Laetitia Corrine, tiens, qui est la fille de William, qui interprète la mère d'Amélie. Il y a aussi Marc Arnaud, et parmi les plus jeunes, enfin la plus jeune, la voix off qu'on entend le plus, celle d'Amélie, c'est Loïse Charpentier, qui j'imagine est aussi une petite fille dans la vraie vie. Et donc dans cette magnifique œuvre, oui je donne déjà mon avis dans cette introduction, nous allons suivre les 3 premières années de l'existence d'une certaine Amélie, qui est donc l'alter ego très proche de la réalité d'Amélie Nothomb, même si elle a changé quelque chose, en partant littéralement de sa naissance et donc de sa première conscience où elle va très vite se comparer à Dieu et ensuite vivre les premiers événements, voire épreuves d'une simple mortelle qui va donc prendre contact avec le monde extérieur, en lien avec la vie et la mort au sens large, mais aussi la tradition et la culture japonaise. Elle qui est née de parents belges, d'une famille belge, et qui va se prendre pour une véritable japonaise, mais la réalité se rappellera à elle très rapidement. Et donc, on va suivre ses premiers mots, ses premiers contacts avec le bonheur, que ce soit le chocolat blanc, la relation qu'elle va entretenir avec Nishio-san, donc l'une des deux gouvernantes, qui elle est plutôt proche de la culture occidentale, du moins elle est assez en lien avec celle-ci, contrairement à l'autre gouvernante un peu plus âgée, Kashima-san, qui cache une tristesse en elle. On reviendra sur cette magnifique opposition qui en dit long aussi sur le pays qu'est le Japon. Et ensuite, à la fois espiègle et plus intelligente que son âge, voire très éclairée, et avec le recul évidemment d'une narration adulte qui est renvoyée vers le passé, un travail sur le souvenir et sur des questions existentielles qui font d'ailleurs de ce film une œuvre à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'animation, c'est quand ça unit potentiellement les générations et toute une famille. Vous pouvez y aller, donc, avec les plus petits, les plus grands, les parents. Je pense que chacun peut y trouver son compte parce que ça raconte beaucoup. Ça dit des choses et thématiquement, c'est très riche et profond à analyser et à discuter derrière, tout en étant simple et amusant sur certains points. Déjà, le roman de base, qui est un roman court, parce qu'il n'est pas très développé, est magnifique. Il y a une approche très personnelle et un peu égo de la part d'Amélie Nothomb, on la connaît, mais avec ce côté décalé quand même, qui renvoie à la réalité des choses. Et c'est amusant de voir une enfant donc qui se prend un peu pour le centre du monde, et c'est souvent comme ça, les bébés, les petits, on a l'impression que rien n'existe à part eux, ou du moins tout ce qu'il y a autour d'eux doit satelliser autour de leurs envies et de leurs exigences. C'est comme ça aussi qu'on découvre la vie, et après on se prend quelques petites gifles. Attention, je parle ici évidemment des épreuves de la vie, attention, on ne touche pas aux enfants, mais il y a, après c'est comme ça qu'on va devenir quelqu'un et qu'on commence à apprendre l'altruisme et tout. Et c'est exactement ce que ce film raconte d'une certaine manière. Amélie, elle est toute seule au début, elle refuse de communiquer avec les autres, puis elle va apprendre à échanger, non pas avec ses parents ou sa sœur et son frère, un petit peu, mais vite fait, mais d'abord avec cette dame extérieure à la famille, mais qui fait partie de la famille quand même à part entière. Et ce n'est que après tout cela qu'elle va vraiment commencer à communiquer. Bon, il y a le passage avec la grand-mère aussi, qui est évidemment un personnage central dans l'évolution de ce petit enfant, et derrière, on déroule. Et quelque part, ça peut être intéressant de discuter avec ces petits de ce film. Alors,
Peut-être pas en dessous de 4-5 ans quand même, hein, le temps qu'ils comprennent les choses, mais je pense que ça peut être éducatif aussi et permettre une discussion sur la vie au sens large, tout en rigolant hein, évidemment de certaines scènes. Donc déjà, le matériau de base était intense, pas forcément facile à mettre en scène niveau adaptation filmique, mais l'animation était le seul choix possible, donc déjà, bien joué d'avoir opté hein, pour ce médium-là, mais c'est extraordinaire parce que la narration visuelle colle parfaitement avec l'imaginaire qu'on peut se faire d'une telle histoire. Et je le sens en tout cas, les deux réalisatrices, alors, au niveau du scénario c'est autre chose, mais elles ont fait partie de l'équipe créatrice aussi à ce niveau, en compagnie d'Aude Pi et de Edine Noël, et que des femmes d'ailleurs, et c'est très intéressant et important vu justement que c'est un film qui parle aussi de la condition des femmes au sens large, mais voilà, je pense que ces 4 personnes, et donc les 2 réalisatrices, ont beaucoup aimé le bouquin et qu'elles ont réussi à mettre vraiment en image hein, ce qu'on peut sentir à la lecture de ce livre. Donc nous avons de grandes idées visuelles dès le début, hein, avec ce fœtus cosmique. Et oui, la naissance, c'est un petit peu comme une étoile qui naît dans l'univers, ce dieu tube avec le symbole de l'infini qui se met en place grâce à ce tube où ça rentre et ça sort. Enfin, il y a déjà cette idée-là, parce que pour la faire simple, hein, pour expliquer vite fait quand même, Amélie Nothomb imagine que Dieu est un tube, puisque de ce tube-là, de Dieu, ça rentre et ça ressort, et il n'y a pas d'intervention autre que la création, la digestion, et on ressort ce qui a été, on va dire, mis dans ce tube-là. Donc il y a cette idée un petit peu amusante hein, sur le papier, mais qui fait sens, philosophiquement parlant. Et derrière, donc ce bébé qui sort de là et qui, de son point de vue, commence à découvrir le monde baigné de lumière, hein, à sa gloire, parce que quand un bébé naît, voilà, le centre d'intérêt c'est lui, donc forcément il y a cette idée-là, et moi je trouve ça très amusant. Et évidemment, on a un vocabulaire visuel très christique, mais il y a une idée de Dieu dès le début, donc obligatoirement. Et j'ai même pensé à Evangelion, à un moment, vous savez, cette série extraordinaire, quand elle va découvrir le chocolat blanc et qu'elle va véritablement vivre et naître pour de bon à l'âge de 2 ans, parce que d'abord c'est une sorte de légume, bon on va passer sur ce moment-là, mais c'est assez amusant quand même aussi, et quand elle va apprendre ce bonheur-là, elle va vraiment exister et vraiment devenir Dieu pour elle, et il y a une idée de pose christique un peu élevée comme ça qui m'a rappelé cette magnifique série d'animation japonaise, parce que du coup, oui, il y a aussi des influences un petit peu sur la culture même visuelle et des images de ce pays extraordinaire aussi pour l'animation et de toute façon pour le cinéma au sens large. Et certains moments avec les traditions locales, avec les gouvernantes et tout, on va penser à certains films d'animation japonais qu'on a beaucoup aimés, hein, Miyazaki et tout, mais pas que, également au travail d'un certain Ozu, si vous connaissez le Japon à travers le cinéma, ce qui est mon cas, hein, et les séries, eh bien oui, vous ne pouvez pas être déçus, et je pense que c'est plutôt bien documenté en ce sens. D'autant plus que Amélie Nothomb a vécu de toute façon au Japon, alors elle n'y est pas née en vrai, hein, mais il y a passé un bon moment, et certains de ses romans parlent de cela. Et après, derrière, ça déroule. Hein. Visuellement, donc il y avait ça au début, avec presque un côté Gravity dans le sens naissance ou renaissance. Alors, je dis cela presque par hasard, et vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il? Mais je pense qu'il y a du Cuaron dans ce film, car plus tard, il y a une scène sur la plage d'union familiale, après un moment un peu tendu, et ça m'a fait penser à Roma. Peut-être qu'il y a quelque chose où c'est totalement un hasard. Et derrière, voilà, travaille aussi sur les carpes, les koi, qui sont un symbole masculin pour les Japonais, et ce qui énerve Amélie. C'est pour ça que c'est un film assez féministe aussi, c'est assez amusant là-dessus. Elle a envie d'exister au-delà de son petit frère, qui est un petit peu célébré à travers donc l'image de la carpe, et quand elle doit nourrir des carpes, elle voit son petit frère qui se transforme en carpe, qui est moche et tout. Bon, c'est aussi très drôle, parce qu'il y a une narration enfantine aussi, mais de ce point de vue, avec le recul de l'adulte, et on rigole beaucoup. Donc oui, il y a beaucoup de scènes, hein. Je vais pas forcément passer tout en revue, mais de découverte du printemps avec les fleurs, c'est un magnifique voyage artistique aussi, et donc spirituel à travers l'évolution d'Amélie, qui commence sa vie bizarrement, hein, je le disais, en termes de légumes, c'est-à-dire que pendant 2 ans, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, puis d'un seul coup, grâce à mamie et au chocolat blanc, après, elle est complètement excentrique dans tous les sens, c'est elle la reine, c'est elle Dieu. D'ailleurs, elle rencontre le dieu aspirateur aussi, ça fait beaucoup marrer, c'est son premier mot, et derrière, bah, il se passe beaucoup de choses. Et évidemment, les moments durs de la vie, parce que mamie, voilà, elle commence à être âgée, donc il va se passer quelque chose autour, elle
elle va commencer à réfléchir sur l'existence. Et il y a des moments assez durs et graves, hein, qui sont d'ailleurs marquants et marqués dans le bouquin, et qui ne sont pas non plus trop éludés. C'est un peu édulcoré, vite fait quand même, dans cette adaptation, le rapport à la fin de la vie est assez bien traité. Alors, on voit quand même que ça essaye d'être tout public, parce que c'est pas évident, hein, à imaginer mettre en scène une petite enfant comme ça de 2-3 ans qui pense à la mort. C'est pas facile, mais c'est quand même bien géré là-dessus, notamment le rapport à l'eau, sachant que Amélie est liée à l'eau d'une certaine manière, puisque Ame en japonais c'est la pluie, donc c'est la fille de la pluie, il y a une connexion là-dessus. Beaucoup de dichotomies, hein, au niveau des saisons, au niveau de la pluie et du soleil. Nishio-san, son ami, on peut le dire comme ça, représentant l'astre solaire, mais Ame, c'est plutôt donc la contrepartie pluvieuse de l'existence. C'est pour ça que des fois, elle est un peu sombre et tout, et on connaît Amélie Nothomb en vrai, hein. Donc elle joue là-dessus également. Et il y a plein de trucs magnifiquement poétiques, l'histoire du bocal aussi, qui va ramener les souvenirs d'enfance de Nishio-san, qui peut pas aller sur cette plage, là où il y a le passage romain, justement, dont je parlais. Et donc, grand moment aussi, qui va presque plus loin que le livre là-dessus, mais pas plus non plus, mais quand même, visuellement, ça parle, sur le rapport Japon-Occident, qui est représenté par ces deux domestiques gouvernantes, voilà, on va les appeler comme ça, hein, les employés de la famille, l'une étant donc très ouverte d'esprit, et pourtant elle a vécu des pertes à cause de certaines choses, hein. Mais c'est surtout Kashima-san, qui est un personnage très riche, qui a connu donc la Seconde Guerre mondiale, et qui a perdu des gens très proches. Vous allez me dire, comme Nishio-san, mais elle était enfant à ce moment-là, donc elle a pu passer outre et, entre guillemets, pardonner et aller de l'avant, alors que Kashima-san était déjà adulte à l'époque, et elle a même perdu un enfant, et c'est difficile pour elle d'accepter l'Occident, et elle remet un petit peu d'ailleurs, alors c'est les Américains à la base, hein, mais du coup les Belges, qui sont les alliés des Américains et tout, face à leurs responsabilités, il y a une rancœur, une rancune, une, on va dire, forme de vengeance indirecte qui se met en place, mais c'est un personnage qui va avoir une ouverture et une évolution aussi, ce qui fait que c'est passionnant. Voilà, ça dit beaucoup de choses sur ce qui s'est passé au Japon en 1945 et comment celui-ci a dû s'adapter derrière et s'est fait occidentaliser à fond. Et l'arrivée de cette famille belge-là, parce que le père travaille pour le consul, bref, il y a un truc là-dessus, quoi, renvoie donc indirectement à ce conflit, ce combat interne d'acceptation non, du let go, du lâcher prise, d'aller de l'avant, et voilà, il va se passer un truc vers la fin qui est super bien mené. Et il y a même un moment quand Nishio-san raconte ce qui s'est passé, elle raconte ouvertement une histoire de guerre et de mort à Amélie, eh bien la narration visuelle va faire en sorte que ce ne soit pas brutal non plus, mais de façon très poétique, il y a un rapport et un lien symbolique, enfin du moins un parallèle, qui est fait avec la cuisine. Et c'est extraordinaire ça sur le plan visuel, ça fait partie de ces grandes idées qui font que ce film est fort bien réussi. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin ici, hein, c'est une expérience à vivre en salle, profitez de la fête du cinéma pour y aller à plusieurs, parce qu'il faut donner de la force à ce film qui est plutôt bien distribué et qui risque voilà, de faire discuter derrière et de permettre de beaux échanges intergénérationnels. C'est ça aussi la force du cinéma. Et on peut le dire, ce matériau de base était prometteur en ce sens, et il a été parfaitement réalisé ici. Et je sais qu'Amélie Nothomb aime beaucoup le cinéma, je pense qu'elle peut être fière de cette adaptation et qu'elle en est satisfaite, je pense, hein, je ne sais pas, j'ai pas lu d'interview en ce sens. Je ne sais pas si elle a chapeauté derrière aussi le projet, mais en tout cas, bravo à toute l'équipe qui s'est occupée de ce film. Allez donc voir en salle obscure, évidemment. Si vous voulez enchaîner avec Elio, qui est quand même un Pixar qui mérite autre chose que le flop qu'il subit en ce moment, n'hésitez pas à vous faire un petit duo de séances comme ça, parce que, ouais, j'ai envie de donner de la force à Elio. Alors, évidemment, c'est pas le meilleur film du studio, mais voilà, vous pouvez faire un petit combo Elio, Amélie et la métaphysique des tubes, et vous en ressortirez assez satisfait familialement, avec un prix plus modique grâce donc à la fête du cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette œuvre en particulier, si vous avez été, je sais pas, bouleversé, si vous êtes content du résultat en connaissant le bouquin ou pas, peu importe, et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.